Au cœur du sud-ouest américain se trouve l'un des paysages les plus impitoyables de notre planète. C'est un royaume où la survie n'est pas garantie, où chaque goutte d'eau est précieuse et où la vie a été façonnée par des millions d'années de conditions extrêmes en des formes si remarquables, si parfaitement adaptées, qu'elles nous semblent presque étrangères. Le désert de Morave s'étend sur 120 000 km² de nature sauvage et sauvage. Le jour, le soleil brûlant transforme ce paysage en une fournaise pouvant atteindre 61 degrés Celsius. La nuit, ce même désert se transforme en un désert gelé où les températures frôlent le point de congélation. C'est le terrain d'expérimentation ultime de la nature, où seules les créatures les plus résistantes, les plus ingénieuses et les plus évoluées peuvent espérer survivre. Bienvenue dans le désert de Morave, où la vie ne se contente pas de perdurer, elle conquiert. Dans le calme qui précède l'aube, alors que l'air du désert conserve un dernier souffle de fraîcheur avant que le soleil ne transforme le paysage en fournaise, une relique vivante émerge de son terrier soigneusement construit. La tortue du désert, pesant jusqu'à 7 kilos et portant une carapace qui a évolué au fil de millions d'années pour devenir une forteresse de survie parfaite, entame une nouvelle journée dans sa quête incessante de la vie dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Cette créature ancestrale, dont la lignée remonte à l'âge des dinosaures, se déplace avec une précision délibérée sur le sol dur du désert. Chaque pas est calculé, chaque mouvement préservant une énergie précieuse et l'humidité de son corps. Sa carapace, chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle, reflète le soleil ardent du désert tout en offrant une protection contre les éléments et les prédateurs. Mais cette armure a un prix. La tortue doit porter ce poids à travers des paysages où chaque calorie brûlée la rapproche de la limite de la survie. La tortue du désert maîtrise peut-être l'une des compétences les plus cruciales pour survivre dans le Morave, la conservation de l'eau. Sa vessie peut stocker près de 40% de son poids en eau, transformant la tortue en véritable réservoir vivant pendant les longs mois où les précipitations ne sont plus qu'un souvenir. Lorsque les rares tempêtes du désert arrivent, la tortue se positionne pour recueillir chaque précieuse goutte qui s'écoule de sa carapace, buvant abondamment et stockant une eau qui pourrait lui permettre de survivre toute une année. Durant les mois d'été caniculaires, lorsque les températures à la surface peuvent dépasser 60 degrés Celsius, la tortue se réfugie dans des terriers creusés à l'aide de ses puissantes griffes, certains s'enfonçant jusqu'à 3 mètres de profondeur, où la température reste relativement agréable, autour de 27 degrés Celsius. Ces terriers, merveilles architecturales de l'ingénierie animale, peuvent être utilisés pendant des décennies et abritent souvent d'autres créatures du désert cherchant refuge contre la chaleur accablante. À l'approche de l'automne, et avec la douceur des températures, la tortue émerge pour se nourrir de la végétation clairsemée mais nourrissante du désert. Soucis du désert, poussière magique et divers cactus lui fournissent à la fois nourriture et humidité. Ses puissantes mâchoires, dotées de tranchants acérés au lieu de dents, peuvent broyer les plantes désertiques les plus résistantes, extrayant un maximum de nutriments à partir de ressources minimales. Mais même ce maître de la survie dans le désert est confronté à des défis qui testent les limites de ses adaptations évolutives. Tandis que la tortue traverse méthodiquement un cours d'eau à découvert, à la recherche de nouvelles pousses après une pluie récente, elle ignore qu'elle partage ce paysage avec l'un des prédateurs les plus redoutables du désert. Se déplaçant tel un ruban fluide sur le sable, laissant derrière lui un motif caractéristique de traces en forme de J, le crotale à dents de scie incarne l'essence même de la prédation du désert. Ce serpent remarquable, dépassant rarement 75 cm de long, a développé un mode de locomotion si parfaitement adapté au sable meuble qu'il semble danser sur le sol du désert avec une grâce surnaturelle. Le mode de déplacement unique du Sidewinder répond à de multiples besoins au-delà du simple transport. En soulevant des sections de son corps du sable brûlant, il minimise le contact avec la surface brûlante, évitant ainsi une surchauffe potentiellement mortelle. Ce mouvement latéral offre également une traction exceptionnelle sur les surfaces meubles, là où un mouvement serpentin classique serait inefficace et énergivore. Enroulé sous un buisson de créosote, le serpent à cornes devient quasiment invisible.
Ses écailles couleur sable et ses protubérances cornées distinctives au-dessus de ses yeux tranchent parfaitement avec le paysage tacheté du désert. Il utilise ici une stratégie de chasse perfectionnée au fil de millions d'années d'évolution. Une patience absolue alliée à une action explosive. Les organes sensibles à la chaleur du serpent, situés entre ses yeux et ses narines, peuvent détecter des différences de température aussi infimes que 0,03 de degré Celsius. Cela lui permet de traquer ses proies à sang chaud dans l'obscurité totale, discernant ainsi les signatures thermiques aussi clairement que la lumière visible. Lorsqu'un rat kangourou ou une souris de poche s'aventure à portée de frappe, l'attaque du Sidewinder est rapide et décisive. L'attaque elle-même est un chef-d'œuvre d'ingénierie biomécanique. En moins d'un quart de seconde, le serpent déploie ses crocs, injecte son puissant venin hémotoxique et se retire en lieu sûr. Le venin commence immédiatement à détruire les tissus et les tentatives de fuite de la proie ne font qu'accélérer la diffusion de la toxine dans son système circulatoire. Durant les pics de chaleur estivale, le serpent à vent latéral adopte une adaptation comportementale remarquable appelée « nage dans le sable ». Il s'enfouit littéralement dans le sable meuble, ne laissant apparaître que ses yeux et le bout de sa queue, créant ainsi un piège vivant capable de rester immobile pendant des heures tout en maintenant une température corporelle optimale dans l'étreinte isolante du sable. Alors que le serpent à ailes bleues patrouille son territoire pendant les heures fraîches du soir, sa présence influence le comportement de nombreuses espèces de proies dans la région. Mais dans le réseau écologique complexe du désert de Morave, même les prédateurs de pointe doivent rester vigilants, car le désert abrite d'autres chasseurs tout aussi bien adaptés à cet environnement hostile. Alors que le crépuscule colore le ciel du désert de nuances d'ambre et de violet, une silhouette fantomatique émerge d'un terrier caché parmi les racines d'un arbre de Josué. Le renard nain, le plus petit membre de la famille des renards d'Amérique du Nord, pèse à peine 2 kilos, mais possède des adaptations physiques qui en font l'un des prédateurs nocturnes les plus efficaces du désert. Ses énormes oreilles, presque aussi grandes que la tête du renard, servent à la fois d'appareils d'écoute sophistiqués et de systèmes de refroidissement efficaces. Telles des antennes paraboliques naturelles, elles peuvent détecter les sons les plus faibles. Le bruissement d'un rat kangourou se déplaçant dans la végétation sèche, le grincement de ses minuscules griffes sur la roche ou le souffle presque inaudible d'une proie cachée dans l'ombre du désert. Parallèlement, la grande surface de ses oreilles permet une dissipation rapide de la chaleur, aidant le renard à maintenir une température corporelle optimale pendant ses chasses nocturnes. Les pattes du renard nain sont une autre merveille d'adaptation au désert. Une épaisse fourrure recouvre les coussinets, les isolant du sable brûlant et des rochers tranchants, tout en améliorant la traction sur les surfaces meubles. Cet effet raquette naturel permet au renard de se déplacer silencieusement sur des terrains qui défieraient des prédateurs plus grands, poursuivant ses proies dans des crevasses étroites et des cachettes rocheuses où son encombrement constituerait un désavantage. Se déplaçant dans le désert avec une furtivité surnaturelle, le renard nain utilise des techniques de chasse alliant patience, rapidité et agilité remarquables. Il peut bondir à plus d'1 mètre de hauteur depuis sa position debout, bondissant sur sa proie avec une précision mortelle. Lorsqu'il poursuit des rongeurs agiles, il adopte une démarche bondissante qui lui permet de parcourir le terrain à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, tandis que sa colonne vertébrale flexible lui permet de changer de direction instantanément. Le régime alimentaire du renard reflète sa nature opportuniste, indispensable à sa survie dans le désert. Les rats kangourous constituent l'essentiel de son alimentation, mais il chasse également des souris de poche, des écureuils terrestres, des insectes et même de petits reptiles. En saison d'abondance, le renard nain cache son surplus de nourriture dans des endroits dispersés sur son territoire, créant ainsi un réseau de réserve d'urgence qui peut faire la différence entre la survie et la famine en période de disette. La conservation de l'eau chez le renard nain atteint des niveaux d'efficacité extraordinaires.
l'animal peut survivre indéfiniment sans boire, extrayant toute l'humidité nécessaire de ses proies. Ses reins concentrent si efficacement les déchets qu'il produit peu d'urine, et son système respiratoire récupère l'humidité de l'air expiré avec une efficacité remarquable. Alors que le renard nain termine sa chasse dans l'obscurité précédant l'aube, ramenant soigneusement sa proie à l'abri dans son terrier, le désert qui l'entoure commence à s'agiter à l'approche du jour. Mais tous les habitants du Morave ne fuient pas la chaleur qui approche, car certains ont évolué pour exploiter la puissance du soleil comme un outil de survie. Chevauchant les colonnes thermiques qui s'élèvent, telles des ascenseurs invisibles, du sol chauffé par le soleil, une buse à queue rousse vole en cercles à plus de 300 mètres d'altitude, ses yeux perçants scrutant le terrain avec une acuité visuelle 8 fois supérieure à celle de l'œil humain. Ce magnifique rapace, dont l'envergure peut dépasser 1,20 m, a adapté ses stratégies de chasse traditionnelles en forêt pour maîtriser les vastes étendues et les défis uniques de la prédation dans le désert. Les schémas de vol du faucon dans le désert témoignent de remarquables stratégies d'économie d'énergie. Plutôt que de se contenter de battements d'ailes incessants qui entraîneraient rapidement déshydratation et épuisement sous la chaleur du désert, la buse à queue rousse maîtrise l'art du vol plané. Elle lit la carte thermique du désert avec précision, identifiant les colonnes d'air chaud ascendantes qui peuvent l'élever à des altitudes de chasse avec une dépense énergétique minimale. De son point de vue aérien, le faucon peut surveiller des territoires couvrant plusieurs kilomètres carrés, guettant les mouvements révélateurs de proie. Son système visuel a évolué pour détecter le moindre mouvement sur le sol du désert. Un écureuil terrestre filant entre des buissons de créosote, un lapin émergeant de l'ombre, ou même de grands reptiles se déplaçant en terrain découvert. Ses yeux sont dotés d'une forte densité de photorécepteurs et de gouttelettes d'huile spéciale qui agissent comme des filtres naturels, réduisant l'éblouissement et améliorant le contraste dans l'environnement lumineux du désert. Lorsqu'une proie est détectée, la stratégie de chasse de la buse à queue rousse devient un chef-d'œuvre de physique aérienne. Elle ajuste sa position en fonction de la vitesse et de la direction du vent, puis entame un piqué contrôlé pouvant atteindre plus de 160 km/h. Ces cerfs, doté d'une force de préhension capable d'exercer une pression de plus de 90 kg par cm², frappent avec une précision dévastatrice. Le régime alimentaire du faucon du Morave reflète l'adaptabilité opportuniste nécessaire à la survie dans le désert. Si les petits mammifères constituent l'essentiel de son alimentation, il chasse également des reptiles, notamment des serpents et de grands lézards, et même des oiseaux terrestres lorsque l'occasion se présente. En période d'abondance, le faucon cache ses proies excédentaires dans des endroits sûrs, créant ainsi des réserves alimentaires qui lui permettent de faire face aux cycles d'abondance et de famine fréquents dans les écosystèmes désertiques. La nidification dans le désert présente des défis uniques que la buse à queue rousse a surmontés grâce à son adaptation comportementale. Les couples choisissent des sites de nidification offrant à la fois altitude et protection contre le soleil intense du désert, choisissant souvent de grands arbres de Josué ou des affleurements rocheux qui offrent une ombre naturelle aux heures les plus chaudes de la journée. Les buses programment leur saison de reproduction pour qu'elle coïncide avec la disponibilité maximale des proies, garantissant ainsi que leurs tâches parentales, énergivores, se déroulent au moment où les ressources alimentaires sont les plus abondantes. Tandis que la buse à queue rousse poursuit sa patiente surveillance aérienne, le désert en contrebas révèle le mouvement constant de créatures adaptées à différentes niches temporelles. Tandis que certaines cherchent l'ombre du soleil levant, d'autres débutent tout juste leurs activités quotidiennes, ayant évolué pour prospérer dans des conditions qui submergeraient rapidement des espèces moins adaptées. Au sommet des falaises apparemment infranchissables qui s'élèvent telles des forteresses du désert, un ongulé remarquable démontre des capacités d'escalade qui rivalisent avec celles de n'importe quelle chèvre de montagne. Le mouflon d'Amérique,
avec ses magnifiques cornes recourbées et sa musculature compacte, a évolué pour exploiter le paysage tridimensionnel du terrain montagneux du Morave, trouvant ressources et sécurité là où peu d'autres grands mammifères osent s'aventurer. Les sabots du mouflon d'Amérique sont des merveilles d'ingénierie évolutive, parfaitement adaptés à la navigation sur des terrains rocailleux et périlleux. Le bord extérieur, dur et tranchant, offre une excellente adhérence sur les surfaces rocheuses lisses, tandis que la partie intérieure, plus souple et flexible, permet aux sabots de s'adapter aux surfaces irrégulières et d'assurer un contact maximal avec la roche. Cette conception permet au mouflon d'escalader les falaises avec une assurance étonnante, effectuant des bonds qui seraient fatals à des animaux moins adaptés. Un bélier adulte, pesant jusqu'à 130 kg et portant des cornes pouvant en peser jusqu'à 14 kg à elle seule, démontre la force et l'équilibre extraordinaires nécessaires à la survie en altitude dans le désert. Ces cornes ont de multiples fonctions. Elles sont des armes lors des combats spectaculaires qui déterminent les droits d'accouplement, des outils pour défricher la végétation et briser la glace lors des rares gelées hivernales, et des symboles de santé génétique qui indiquent le statut au sein de la hiérarchie sociale complexe du troupeau. La relation du mouflon d'Amérique avec l'eau en milieu désertique constitue l'un des exemples les plus impressionnants de cartographie des ressources et de mémoire naturelle. Ces mouflons conservent des cartes mentales détaillées de chaque source d'eau de leur territoire, certaines couvrant plus de 60 km². Ils peuvent naviguer directement vers des sources et des tinajas parfois distantes de plusieurs dizaines de kilomètres, en suivant d'anciens sentiers empruntés par leur espèce depuis des millénaires. Durant les mois caniculaires de l'été, les mouflons d'Amérique utilisent une thermorégulation comportementale sophistiquée. Ils recherchent l'ombre dans les grottes et les profonds surplombs rocheux pendant les heures les plus chaudes de la journée et sortent pour se nourrir pendant les heures plus fraîches du matin et du soir. Leur pelage sombre, qui pourrait sembler contre-productif dans un environnement désertique, crée en réalité des courants d'air convectifs qui contribuent à rafraîchir leur corps, tandis que leur ventre clair réfléchit la chaleur. Le système digestif du mouton a développé une efficacité remarquable pour traiter la végétation clairsemée et souvent épineuse de son habitat rocheux. Il peut extraire des nutriments de plantes que la plupart des autres ongulés trouvent indigestes, notamment divers cactus, dont il traverse les épines grâce à ses lèvres et sa langue robuste. Lors des floraisons printanières, il se nourrit sélectivement des parties les plus nutritives des fleurs sauvages du désert, maximisant ainsi son apport en nutriments lorsque les ressources sont brièvement abondantes. Tandis qu'un bélier se ferait un chemin avec précaution le long d'une étroite corniche, des pierres détachées s'écrasent sur la paroi rocheuse, créant des sons qui résonnent loin dans le silence du désert. Ces signatures acoustiques alertent les autres habitants du désert de la présence de grands animaux en mouvement, et dans les relations prédateur-proie complexes du Morave, de telles informations peuvent déclencher des réactions comportementales dans tout l'écosystème. Dans les canyons aux ombres bleues, où l'eau s'accumule parfois dans des bassins cachés creusés dans le granit ancien, un prédateur hors pair évolue avec un silence fluide dans un paysage qui défierait le plus expérimenté des alpinistes. Le puma, aussi appelé couguar, représente le summum de la prédation mammalienne dans le désert de Morave, alliant puissance, furtivité et intelligence dans un ensemble parfaitement adapté à la chasse dans l'environnement vertical du désert. Ce magnifique félin, pesant jusqu'à 82 kg et mesurant 2,40 mètres du museau à la queue, a développé des stratégies de chasse spécifiquement adaptées aux défis uniques du désert. Contrairement à leurs congénères des milieux forestiers, les pumas du désert doivent composer avec un couvert clairsemé, des variations de température extrêmes et des proies qui ont développé une méfiance et des capacités de fuite exceptionnelles. L'approche du lion vers un territoire de chasse potentiel témoigne de la patience et de l'intelligence qui font de lui un prédateur si efficace. Traversant un ravin rocheux où convergent les pistes du mouflon d'Amérique près d'une source cachée, le félin lit le paysage comme une carte en 3 dimensions. Chaque trace,
Chaque trace d'excrément, chaque frottement sur un arbre de Josué fournit des informations sur les déplacements de sa proie, son timing et sa vulnérabilité. Les adaptations physiques du puma à la chasse dans le désert sont extraordinaires. Ses larges pattes, munies de griffes rétractables, lui permettent de se déplacer silencieusement sur les rochers et le sable, tout en offrant la traction nécessaire à l'accélération explosive nécessaire pour rattraper sa proie. Son arrière-train puissant peut le propulser verticalement jusqu'à 5,5 mètres et horizontalement sur plus de 13,7 mètres d'un seul bond, lui permettant de se déplacer sur le terrain vertical du désert avec une agilité remarquable. Les besoins en eau représentent un défi constant pour les grands prédateurs du désert, mais le puma a développé plusieurs stratégies pour minimiser les pertes et maximiser l'acquisition d'eau. Il obtient la majeure partie de son eau de ses proies, consommant le sang et les fluides tissulaires avec une efficacité remarquable. Ses reins concentrent ses déchets avec une efficacité redoutable, et il ne boit généralement que lorsque les sources d'eau sont facilement accessibles et sûres. Le taux de réussite de la chasse du lion en milieu désertique est inférieur à celui des environnements plus riches en proies, mais chaque proie abattue fournit des ressources substantiellement plus importantes. Un seul mouflon d'Amérique adulte peut nourrir un puma pendant plus d'une semaine, lui permettant de rester près des sources d'eau et d'éviter la dépense énergétique d'une chasse constante. Le félin cache souvent ses proies de grande taille dans des grottes ou des surplombs où la viande reste plus fraîche et est protégée des charognards. Tandis que le puma s'installe patiemment près d'un sentier de chasse très fréquenté, le désert qui l'entoure poursuit sa danse complexe de survie et d'adaptation. Mais tous les habitants du Morave ne dépendent pas de proies de grande taille pour leur subsistance. L'aube approche et attire l'attention de créatures qui ont développé des stratégies de survie totalement différentes dans le désert. Certaines ont appris à exploiter la chaleur qui pousse la plupart des animaux à s'abriter, utilisant l'énergie thermique comme un outil plutôt qu'un obstacle. Enroulé en parfaite symétrie sous une corniche de grès érodée, le crotal diamantin de l'Ouest incarne 6 millions d'années de perfectionnement évolutif en matière d'efficacité prédatrice. Ce magnifique serpent, mesurant plus d'1,50 m de long et pesant jusqu'à 4 kg, est l'un des prédateurs thermiques les plus sophistiqués jamais développés, capable de détecter et d'attaquer ses proies à sang chaud dans l'obscurité la plus totale, avec une précision mortelle. Les organes thermosensibles du serpent à dos diamanté, situés dans de petites dépressions entre les yeux et les narines, contiennent des membranes spécialisées capables de détecter le rayonnement infrarouge des objets chauds. Ces capteurs de chaleur biologique sont si sensibles qu'ils peuvent détecter des différences de température aussi infimes que 0,003 degrés Celsius, permettant ainsi au serpent de percevoir les signatures thermiques aussi clairement que des images visibles. Cette vision thermique lui permet de suivre les mouvements de ses proies, d'évaluer les distances avec précision et de frapper avec une précision extrême, même dans l'obscurité la plus totale. Les crocs du serpent représentent un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutionnaire. Ses dents creuses et acérées comme des aiguilles peuvent injecter du venin profondément dans les tissus de la proie, libérant un cocktail complexe d'enzymes qui commencent à dégrader la structure cellulaire dès l'injection. Le venin a une double fonction. Il immobilise rapidement la proie, l'empêchant de s'échapper et de dépenser l'énergie qu'entraînerait une poursuite prolongée, et il déclenche le processus digestif avant même la consommation. Durant les mois les plus froids, le serpent diamantin utilise des stratégies comportementales de thermorégulation remarquables. Il se positionne pour maximiser son exposition au soleil du matin et de l'après-midi, utilisant sa coloration dorsale sombre pour absorber efficacement la chaleur. À mesure que sa température corporelle augmente, le serpent devient de plus en plus actif et alerte, sa vitesse et sa précision de frappe s'améliorant considérablement lorsque les conditions thermiques optimales sont atteintes. Les capacités défensives du serpent à sonnette vont bien au-delà de sa morsure venimeuse. Le hochet emblématique au bout de sa queue sert à la fois de système d'alerte et de dispositif acoustique sophistiqué.
Il peut produire des sons allant de murmures à peine audibles à des bourdonnements agressifs, perceptibles à plus de 18 mètres de distance. Ce système d'alerte prévient souvent les confrontations susceptibles de blesser le serpent, lui permettant ainsi de conserver son énergie pour la chasse et de réduire les risques de blessures dus à des menaces potentielles plus importantes. Les stratégies alimentaires du serpent diamantin de l'Ouest reflètent la prédation du désert, caractérisée par des périodes de grande affluence ou de famine. Lorsque les proies sont abondantes, le serpent peut consommer des animaux pesant jusqu'à 25% de son propre poids, puis rester inactif pendant des semaines, le temps de digérer son repas. Cette capacité à consommer de grosses proies et à survivre pendant de longues périodes sans se nourrir lui permet de maintenir des réserves d'énergie pendant les saisons où les proies se font rares. Alors que le diamantin se prépare à attendre patiemment sa proie, sa présence influence le comportement de nombreux petits mammifères de la région. Le réseau complexe de relations prédateur-proie s'étend verticalement et horizontalement à travers l'écosystème désertique. Et, en altitude, les prédateurs aériens ont développé leur propre stratégie de chasse spécialisée, adaptées aux défis uniques de l'environnement du Morave. Alors que l'obscurité transforme le paysage désertique en un royaume d'ombres et de murmures, un grand-duc d'Amérique s'élance du haut d'un arbre de Josué, ses ailes d'1,50 m le portant silencieusement sur le sol frais du désert. Ce magnifique prédateur nocturne, mesurant près de 60 cm de haut et pesant jusqu'à 2,5 kg, a développé des capacités chasse qui en font l'un des prédateurs nocturnes les plus redoutables de l'écosystème du Morave. Le vol du hibou est l'un des exemples les plus parfaits de technologie acoustique furtive. Des plumes spécialisées, situées le long du bord d'attaque de ses ailes, brisent les turbulences de l'air normalement responsable du bruit, tandis que des bords de fuite doux et frangés éliminent le bruit généralement généré par l'air circulant sur les ailes. Ce vol silencieux permet au hibou d'approcher ses proies sans être détecté, transformant l'obscurité en un avantage mortel. L'ouïe du grand-duc d'Amérique a évolué pour fonctionner comme un système de suivi tridimensionnel. Son disque facial agit comme un réflecteur parabolique, concentrant les ondes sonores vers des orifices auriculaires asymétriques, ce qui permet à l'oiseau de localiser précisément une proie par triangulation. Le hibou peut détecter et localiser une souris qui bruisse dans la végétation sèche à plus de 90 mètres de distance, même dans l'obscurité la plus totale. Ces touffes auriculaires caractéristiques, qui donnent son nom à l'espèce, ne sont pas des oreilles, mais des plumes spécialisées pouvant remplir de multiples fonctions. Elles contribuent probablement à briser la silhouette du hibou à des fins de camouflage et peuvent également servir de signaux de communication visuelle avec d'autres hiboux. Les oreilles sont dissimulées sous les plumes faciales et sont munies de rabats mobiles qui peuvent être ajustés pour optimiser l'audition selon les conditions de chasse. Les yeux du hibou représentent une autre merveille évolutive adaptée à la chasse nocturne dans le désert. Proportionnellement énorme, ils captent la lumière avec une efficacité remarquable. La forte densité de bâtonnets dans la rétine assure une vision exceptionnelle en basse lumière, tandis que la forme tubulaire des yeux maximise la capacité de captation lumineuse. La vision nocturne du hibou est environ 100 fois plus sensible que la vision humaine. Les stratégies de chasse du grand-duc d'Amérique démontrent une remarquable adaptabilité aux conditions désertiques. Contrairement aux hiboux des milieux à végétation plus dense, le grand-duc du désert chasse souvent depuis des perchoirs exposés, utilisant sa vision et son ouïe exceptionnelle pour détecter ses proies sur de vastes étendues dégagées. Il peut capturer des proies aussi variées que des insectes, des petits rongeurs, des lapins, des moufettes, et même d'autres rapaces. Les puissantes serres du hibou exercent une pression écrasante de plus de 225 kg par pouce carré, tuant instantanément la plupart des proies à l'impact. Ce mécanisme de mise à mort rapide est crucial en milieu désertique, où des luttes prolongées avec les proies peuvent attirer des charognards ou d'autres prédateurs sur le lieu de la mise à mort. Tandis que le grand-duc d'Amérique plane silencieusement dans l'air nocturne, chassant les créatures qui émergent à la faveur de l'obscurité, l'écosystème du désert poursuit son cycle complexe d'activité de 24 heures. Mais survivre dans le Morave ne se limite pas à éviter les prédateurs nocturnes. Certaines espèces ont évolué pour devenir expertes en dissimulation, au point de sembler disparaître complètement dans leur environnement.
Parmi les redoutables épines d'un immense cactus tonneau, là où la plupart des animaux ne trouveraient que de pénibles obstacles à leur déplacement, un rat des bois du désert construit méthodiquement l'une des réalisations architecturales les plus impressionnantes du règne animal. Se déplaçant d'un pas posé et posé sur le sol du désert, sa peau perlée luisant telle une mosaïque vivante d'orange et de noir sous la lumière matinale, le monstre de Gila incarne une stratégie de survie radicalement différente de celle des espèces agiles qui partagent son habitat. Ce remarquable lézard, le plus grand reptile venimeux indigène d'Amérique du Nord, peut atteindre près de 60 cm de long et peser jusqu'à 2,5 kg, fruit de millions d'années d'évolution et de perfectionnement lent mais constant de ses techniques de prédation. La coloration distinctive du monstre de Gila lui sert à la fois de camouflage et d'alerte. Ses motifs audacieux d'orange, de rose, de jaune et de noir contrastent avec les ombres tachetées de la végétation désertique, le rendant étonnamment difficile à détecter à l'arrêt. Parallèlement, ces couleurs vives servent de signaux d'alerte aposématiques aux prédateurs potentiels, annonçant ses capacités venimeuses et ses réactions défensives potentiellement dangereuses. Le système de distribution du venin du lézard constitue l'une des armes toxiques les plus primitives, mais aussi les plus efficaces de la nature. Contrairement aux serpents, qui injectent leur venin par des crochets creux, celui du monstre de Gila s'écoule par des dents rainurées issues de glandes salivaires modifiées situées dans la mâchoire inférieure. La technique de morsure et de maintien du lézard permet au venin de pénétrer dans les plaies par capillarité, créant ainsi un processus d'envenimation lent mais très efficace, capable d'immobiliser les proies et de décourager les prédateurs. Le comportement de recherche de nourriture du monstre de Gila démontre une efficacité remarquable en matière de conservation d'énergie. Ce lézard peut survivre avec seulement 3 gros repas par an, stockant de la graisse dans sa queue épaisse et dans tout son corps pour survivre aux longues périodes d'inactivité. Lorsqu'il chasse, il utilise son odorat extraordinaire, agitant sa langue fourchue pour recueillir des informations chimiques que son organe voméronasal traite avec une sensibilité remarquable. Le régime alimentaire du monstre de Gila reflète son rôle de prédateur de proies vulnérables parmi les plus spécialisés du désert. Il pille les nids d'oiseaux terrestres, consommant œufs et oisillons avec une efficacité méthodique. Les petits mammifères, notamment les jeunes lapins et les rongeurs au nid, constituent un autre élément important de son alimentation. Ses puissantes mâchoires et son cou musclé lui permettent de consommer des proies impossibles à manipuler pour des prédateurs plus petits. La régulation de la température chez ce grand reptile nécessite des stratégies comportementales sophistiquées en raison de son importante masse thermique. Le monstre de Gila passe plus de 90% de son temps sous terre, dans des terriers ou cachés dans des crevasses rocheuses, émergeant principalement lors des températures modérées du printemps et de l'automne, lorsque les conditions thermiques permettent une activité prolongée en surface. Dans l'ombre fraîche d'un immense arbre de Josué, où la végétation clairsemée du désert s'épaissit légèrement grâce à la capacité de l'arbre à capter et canaliser les rares précipitations, un lapin à queue blanche du désert se tient immobile, ses grandes oreilles pivotant comme des antennes radars pour surveiller le paysage acoustique et détecter les menaces qui approchent. Ce lagomorphe compact, pesant jusqu'à 1,3 kg, et mesurant près de 30 cm de long, a développé des adaptations remarquables qui lui permettent de se nourrir suffisamment de la végétation clairsemée et souvent toxique du désert. Les oreilles du lapin à queue blanche servent à la fois de système d'alerte précoce et de dispositif de refroidissement sophistiqué. Ces appendices surdimensionnés peuvent détecter l'approche des prédateurs à des distances considérables, captant les battements d'ailes quasi silencieux des hiboux en chasse ou les pas légers des renards à l'affût. Simultanément, la grande surface et le vaste réseau de vaisseaux sanguins des oreilles fonctionnent comme des climatiseurs biologiques, évacuant l'excès de chaleur corporelle et permettant aux lapins de rester actifs lorsque les températures forceraient d'autres petits mammifères à se mettre à l'abri. Le système digestif du lapin est l'une des installations naturelles de transformation les plus efficaces pour le fourrage de mauvaise qualité. Les lapins à queue blanche pratiquent un comportement appelé caécotrophie.
Ils produisent des excréments mous spéciaux qu'ils réingèrent immédiatement, permettant ainsi à la nourriture de traverser 2 fois leur système digestif et d'extraire un maximum de nutriments de la végétation désertique clairsemée. Cette adaptation leur permet de survivre grâce à des matières végétales à très faible teneur en protéines et à forte concentration de substances chimiques défensives. Les stratégies de recherche de nourriture du lapin à queue blanche du désert témoignent d'une remarquable flexibilité comportementale dans l'exploitation des ressources végétales dispersées et saisonnières du désert. Au printemps, lorsque les fleurs sauvages du désert fleurissent brièvement après les pluies hivernales, les lapins se nourrissent sélectivement des fleurs les plus nutritives et des nouvelles pousses. Le reste de l'année, ils se nourrissent des feuilles et des tiges résistantes, souvent protégées chimiquement, des arbustes vivaces du désert, faisant preuve d'une remarquable tolérance à des composés toxiques pour la plupart des herbivores. La stratégie de reproduction du lapin à queue blanche reflète la nature fluctuante des ressources du désert. Lors des années de bonnes précipitations et de croissance végétale abondante, les femelles peuvent avoir plusieurs portées, profitant d'une meilleure nutrition pour répondre aux besoins énergétiques élevés de la lactation et de l'élevage des petits. Pendant les années de sécheresse, la reproduction peut être considérablement réduite, voire totalement interrompue, permettant aux adultes de conserver leur énergie pour leur propre survie. L'acquisition d'eau chez les lapins à queue blanche du désert témoigne d'une efficacité physiologique remarquable. Ces lapins peuvent survivre de longues périodes sans boire, puisant l'essentiel de leurs besoins en eau dans la végétation consommée pendant les heures plus fraîches du matin et du soir, lorsque les tissus végétaux sont à leur maximum d'humidité. Leurs reins concentrent les déchets à des niveaux exceptionnels et produisent des boulettes fécales sèches à teneur minimale en eau. Alors que le lapin à queue blanche s'éloigne de son lieu de repos en effectuant une série de sauts en zigzag destinés à dérouter les prédateurs qui le poursuivent, alors que la plupart des petits mammifères du désert cherchent refuge contre le soleil ardent de midi, un rongeur remarquable s'aventure hardiment sur le sol brûlant du désert lorsque la température au sol dépasse 50 degrés Celsius. L'écureuil terrestre, qui pèse à peine 140 grammes, mais possède des adaptations lui permettant de rester actif dans des conditions qui seraient rapidement fatales à la plupart des mammifères, est l'une des créatures les plus tolérantes à la chaleur de l'écosystème du Morave. L'adaptation comportementale la plus distinctive du spermophile réside dans sa capacité à utiliser son corps comme un système d'ombre portatif. Lorsqu'il fouille des surfaces surchauffées, il s'arrête fréquemment pour appuyer son ventre légèrement poilu contre le sol brûlant, utilisant ce refroidissement par contact pour absorber l'excès de chaleur dangereux de ses organes centraux. Ce comportement, combiné à des déplacements rapides entre les refuges ombragés, lui permet d'exploiter des ressources alimentaires totalement inaccessibles à ses concurrents aux heures les plus chaudes de la journée. La queue de l'écureuil remplit de multiples fonctions essentielles à sa gestion de la chaleur. Ce long appendice touffu peut être courbé sur le dos et la tête de l'animal, comme un parasol vivant, offrant une ombre portable qui réduit jusqu'à 40% l'apport de chaleur solaire. Le dessous clair de la queue réfléchit davantage de chaleur, tandis que le vaste réseau de vaisseaux sanguins qu'elle contient facilite une dissipation rapide de la chaleur par le halètement et une meilleure circulation sanguine. Le comportement alimentaire de l'écureuil antilope se caractérise par une remarquable flexibilité, lui permettant d'exploiter les ressources végétales et animales au fil des saisons du désert. Au printemps, il se nourrit abondamment de fleurs sauvages et de nouvelles pousses, puisant ses nutriments et son eau dans ses ressources éphémères. Tout au long de l'année, il chasse également des insectes, s'empare d'eux et de oisillons lorsque l'occasion se présente, et même de charognes lorsqu'elles sont disponibles. Les abajoues du spermophile lui permettent de récupérer rapidement sa nourriture lors de brèves excursions en terrain dangereusement chaud. Ces organes de stockage extensibles peuvent contenir de grandes quantités de graines et de végétaux,
permettant à l'écureuil de récolter d'importantes quantités de nourriture pendant de courtes périodes d'exposition et de les transformer en toute sécurité et dans la fraîcheur relative de son terrier. L'équilibre hydrique de cette espèce tolérante à la chaleur présente des adaptations physiologiques qui frôlent les limites des capacités des mammifères. L'écureuil terrestre antilope peut survivre sans boire pendant de longues périodes, satisfaisant ses besoins en eau par la production métabolique d'eau et la consommation de tissus végétaux succulents. Ses reins concentrent les déchets à des niveaux exceptionnels, et son système respiratoire récupère l'humidité de l'air expiré avec une efficacité remarquable. La construction et l'utilisation de terriers chez le spermophile antilope reflètent une compréhension approfondie de la dynamique thermique et de la prévention des prédateurs. Ces animaux creusent de vastes réseaux de tunnels comportant de multiples entrées et chambres, créant ainsi des refuges souterrains où les températures restent modérées même dans les conditions de surface les plus extrêmes. Ces terriers offrent également des zones de stockage de nourriture sécurisées et des refuges sûrs pendant les brèves mais intenses périodes de froid hivernal dans le désert. Tandis que l'écureuil terrestre s'élance entre les zones d'ombre lors de sa quête de nourriture de midi, apparemment suicidaire, sa réussite à exploiter cette niche temporelle démontre les remarquables capacités d'adaptation de la vie aux conditions les plus extrêmes. Mais sa présence durant la chaleur du jour rappelle également que le réseau complexe de relations du désert continue de fonctionner même dans des conditions qui semblent exclure toute activité biologique. La persévérance audacieuse de ce petit mammifère face à des obstacles apparemment insurmontables conclut en beauté notre voyage à travers la remarquable communauté d'espèces qui peuplent le désert de Morave. Ces 20 créatures ne représentent qu'une fraction de la diversité biologique cachée dans ce que beaucoup considèrent encore comme un désert. Mais leurs histoires révèlent l'extraordinaire pouvoir de l'évolution à créer des formes de vie parfaitement adaptées à des conditions qui repoussent les limites du possible biologique. Alors que l'écureuil terrestre termine sa course audacieuse de midi pour se nourrir et disparaît dans la sécurité de son terrier, l'entrée d'un tunnel abandonné voisin révèle une paire d'yeux jaunes vifs observant le sol du désert avec une attention intense. Une chouette des terriers, mesurant à peine 25 cm, mais dotée d'aptitudes de chasse dignes de celles des rapaces, a investi ce territoire souterrain pour y mettre en œuvre l'une des stratégies prédatrices les plus insolites du désert. Contrairement à ses cousins arboricoles, la chouette des terriers a évolué pour exploiter les possibilités de chasse terrestre du désert tout en préservant la sécurité des refuges souterrains. Ses longues et puissantes pattes lui permettent de parcourir le désert à des vitesses remarquables, poursuivant insectes, petits reptiles et rongeurs grâce à des techniques de chasse terrestre quasiment uniques chez les hiboux. Ses capacités de vol restent intactes pour échapper à de plus gros prédateurs ou capturer des proies aériennes, mais la majeure partie de sa chasse se déroule au niveau du sol. La relation de la chouette avec les vastes réseaux de terriers de rongeurs du désert témoigne d'une remarquable flexibilité comportementale. Plutôt que de creuser ses propres galeries, la chouette des terriers s'approprie généralement les terriers abandonnés créés par les écureuils terrestres, les chiens de prairie ou d'autres mammifères fouisseurs. Elle modifie ses structures selon ses besoins spécifiques, créant des chambres de nidification et des zones de stockage de nourriture, tout en prévoyant de multiples voies de fuite. Pendant la saison de reproduction, la chouette des terriers adopte l'un des comportements défensifs les plus inhabituels chez les rapaces du désert. Lorsqu'elle se sent menacée dans son terrier, elle émet des vocalisations qui imitent précisément le son des crotales, incitant souvent les prédateurs potentiels à reculer plutôt que de risquer de rencontrer un serpent venimeux dans l'espace confiné d'un réseau de terriers. Perché sur un rocher chauffé par le soleil, dominant un labyrinthe de vasières rocheuses et de plaines désertiques, un lézard à collier mâle arbore l'un des motifs de couleurs les plus spectaculaires de tout l'écosystème du Morave.
Ce reptile robuste, mesurant plus de 30 cm de long et affichant des bleus, des verts et des jaunes éclatants, inimaginables dans le paysage désertique, représente l'expression ultime de la domination territoriale et de la maîtrise thermique sur les hautes terres rocailleuses du désert. La stratégie de chasse du lézard à collier allie patience et pointe de vitesse explosive, pouvant atteindre près de 25 km/h. Pour poursuivre une proie, le lézard se dresse sur ses puissantes pattes arrière et court d'un pas bipède qui lui donne l'apparence d'un dinosaure miniature courant à travers le désert. Cette posture verticale lui permet d'atteindre une vitesse maximale tout en maintenant un contact visuel avec des proies rapides comme les petits lézards, les insectes et même les jeunes oiseaux. Le comportement territorial du lézard transforme le paysage désertique rocailleux en un réseau complexe de territoires défendus, chacun centré autour de sites optimaux pour se prélasser et de perchoirs de chasse. Les mâles établissent leur domination par des parades visuelles élaborées, des concours de pompes et parfois des combats acharnés qui peuvent entraîner de graves blessures chez les perdants. Leurs couleurs éclatantes servent à la fois de marqueurs territoriaux et d'indicateurs de l'aptitude du mâle à trouver des partenaires potentiels. Tandis que le lézard à collier surveille son domaine rocheux depuis son trône élevé, sa présence influence le comportement de nombreux petits reptiles de la région. Ce prédateur spectaculaire représente le témoignage ultime de l'incroyable diversité des adaptations qui permettent à la vie non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir avec une beauté et une complexité remarquables, même dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Le désert de Morave, malgré sa réputation de désert inhabité, est devenu l'un des écosystèmes les plus touchés d'Amérique du Nord en raison des activités humaines qui ont connu une accélération spectaculaire à la fin du XXe siècle. L'expansion urbaine de Las Vegas, Los Angeles et Phoenix a englouti des centaines de milliers d'hectares d'habitats désertiques, fragmentant d'anciens corridors fauniques et éliminant des sources d'eau essentielles. L'utilisation de véhicules tout-terrain a créé un réseau de sentiers sauvages qui détruisent les croûtes biologiques fragiles du sol, éliminent la végétation indigène et créent des phénomènes d'érosion dont la guérison peut prendre des siècles. Plus important encore, le désert est devenu un pôle de développement des énergies renouvelables, avec d'immenses installations solaires et éoliennes couvrant des superficies plus vastes que de nombreux parcs nationaux. Si ces projets contribuent à des objectifs climatiques importants, ils ont détruit l'habitat d'espèces comme la tortue du désert et perturbé des voies de migration millénaires. Les activités d'entraînement militaire, les opérations minières et le pâturage du bétail continuent de dégrader de vastes zones de désert apparemment vierges. Les effets cumulés du changement climatique ont intensifié les sécheresses et poussé les températures extrêmes au-delà des limites de tolérance des espèces les plus adaptées à la chaleur. L'abaissement des nappes phréatiques dû à la consommation humaine a fait disparaître des sources désertiques qui ont servi de refuges essentiels à la faune sauvage pendant des milliers d'années. Des espèces végétales envahissantes, introduites accidentellement par l'homme, ont modifié les régimes d'incendie et supplanté des espèces indigènes qui ont évolué au fil de millions d'années. Cependant, la reconnaissance croissante de la valeur écologique du désert a suscité d'importants efforts de conservation. Les zones protégées ont été étendues, des projets de restauration ont commencé à réparer les paysages endommagés, et des programmes de recherche ont révélé l'extraordinaire diversité biologique cachée dans ce qui était autrefois considéré comme une friche aride. Le défi consiste désormais à concilier les besoins humains et la préservation de ces remarquables réalisations évolutives qui représentent des millions d'années d'adaptation à l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Vous êtes émerveillé par l'incroyable faune du désert de Morave et par sa capacité à survivre à des chaleurs extrêmes? Laquelle préférez-vous? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sauvages racontées par les plus courageux survivants de la nature.